Je me tenais à 3 mètres d'elle quand elle l'a dit. Je vais prendre un verre, a-t-elle ricané, comme si j'étais son valet plutôt que son mari depuis 9 ans. L'homme qu'elle suppliait autrefois de l'accompagner à ces événements parce que le réseautage, ça compte. Maintenant, elle ne pouvait même plus prendre la peine de prononcer mon nom. Juste un geste de la main et un rire forcé avec son soi-disant mari de bureau tandis que la main de ce dernier reposait un peu trop bas sur son dos. Je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste regardé. Mon verre de Bourbon est resté intact dans ma main. Un accessoire pour le rôle que j'avais joué toute l'année. Le mari invisible et compréhensif. Mais à ce moment-là, je n'étais pas blessé. J'en avais fini. Et quand je dis fini, je veux dire que quelque chose s'est produit en moi qui n'a pas fait mal. Ça a fait les clics. Vous savez, ce calme chirurgical et froid qui s'installe quand quelque chose en vous meurt enfin. C'est ce qui m'a frappé entre les côtes pendant qu'elle riait faussement sur l'épaule d'un homme portant le parfum que je lui avais acheté pour notre dernier anniversaire. Celui qui, disait-elle, lui donnait confiance. Avez-vous déjà vu votre femme flirter avec 5 hommes différents en faisant comme si vous n'existiez pas? C'est étrangement éclairant. Elle était radieuse, je dois lui accorder cela, robe rouge, cheveux bouclés, bijoux que j'avais payés. Elle savait qu'elle était observée et elle adorait ça. Mais pas par moi. Plus maintenant. Cette nuit-là n'était pas le début de la fin. C'était la première fois que je m'avouais que la fin était déjà arrivée. Je n'y avais juste pas encore mis de nom. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez clairement le sentiment dont je parle. Alors, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur s'abonner. Plus de 90% des personnes qui écoutent ne le font jamais, mais cela représente beaucoup pour l'équipe qui crée ces contenus. Si vous appuyez sur ce bouton, nous continuerons. Maintenant, revenons à la fête. Son mari de bureau était un homme nommé Stéphane, vice-président senior de la stratégie. Marié, 2 enfants, sourire forcé et chaussures de luxe. Le genre de gars qui appelle tous les hommes mon frère et toutes les femmes ma chérie. Je l'avais rencontré une fois auparavant, lors de la fête de Noël de l'entreprise. Il m'avait oublié en moins de 10 minutes. Alors, quand il m'a montré du doigt et a demandé « Où est votre mari ?», avec cette confiance arrogante, j'ai failli rire. Elle n'a même pas hésité. Il va chercher des verres. A-t-elle gazouillé, comme si j'étais une arrière-pensée. Elle ne savait pas que j'avais entendu. Elle s'en fichait si je l'avais fait. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Je n'étais plus dans la pièce pour elle. J'étais un fantôme avec un salaire. Je me suis dirigé vers l'extrémité de la salle de bal, près de la terrasse. De là, j'avais un point de vue parfait. Je l'ai regardé faire ses rondes. D'abord Stéphane, puis Grégoire, le vice-président des opérations, un homme plus âgé avec une alliance qu'il ne retirait jamais, et une réputation de mentor. Elle riait à ses blagues comme si c'était de l'oxygène, se penchait comme si elle ne pouvait pas respirer sans elle. Elle a dansé. Pas avec moi, pas une seule fois. En 3 chansons, j'ai compté cet homme qu'elle a touché légèrement, délibérément, un avant-bras ici, une épaule là. Elle a travaillé la salle comme si elle était le numéro principal, et j'étais juste le gars qui remplissait les verres à l'arrière. Le véritable coup de poing dans la gorge n'était même pas ce qu'elle faisait. C'était le regard qu'elle m'a lancé quand nos yeux se sont croisés, comme si j'étais dans son espace, comme si je gâchais sa performance en existant. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai souri, hoché la tête, levé mon verre comme si j'étais juste un homme qui adorait être ignoré. Mais cette nuit-là, je ne restais pas immobile. Je n'étais pas impuissant. Parce que pendant qu'elle tournait en rond, et accumulait les compliments d'hommes qui ne feraient jamais la vaisselle dans son évier, j'avais quelque chose dans la poche de mon manteau. Une simple enveloppe, épaisse, lourde de vérité. Et pendant qu'elle se balançait avec Stéphane, sa main sur sa poitrine, ses yeux vitreux d'ambition. Je me suis approché lentement et calmement, et je lui ai tapé sur l'épaule. Il s'est retourné. Son sourire était suffisant, désinvolte. « Salut l'ami », a-t-il dit. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai tendu l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, en la glissant déjà. À l'intérieur, une copie papier d'une plainte RH d'une analyste junior. Des captures d'écran de messages Slack entre lui et ma femme. Une vidéo granuleuse et horodatée de la retraite de Marseille. Et juste pour le plaisir,
un formulaire d'approbation signé par Stéphane lui-même pour la surclassement de suite d'hôtel qu'elle avait facturé comme une session de planification stratégique. Il n'a pas fini de lire. Il n'en avait pas besoin. Son visage est devenu pâle. C'est fini, a-t-il dit. Pas à moi, à elle. Sa tête s'est tournée comme si elle avait été giflée. Attends, Stéphane, qu'est-ce que c'est que ça? Il a reculé, littéralement comme si son contact le brûlait. Je ne suis plus impliqué là-dedans, a-t-il marmonné, secouant la tête. C'est un suicide de carrière. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. La musique n'a pas cessé. La danse n'a pas fait de pause, mais quelque chose s'est terminé à ce moment précis. Son sourire a disparu, et il n'est jamais revenu. La première fois que je l'ai remarqué, elle est rentrée à la maison avec un petit sourire suffisant et a dit « Mon Dieu, si je dois entendre un compliment de plus aujourd'hui, je vais craquer. » J'ai souri. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu « C'est épuisant d'être la préférée de tout le monde. » Puis elle a fait un clin d'œil. Pas à moi, mais à travers moi. J'ai laissé passer. Une mauvaise journée, ai-je pensé. Une longue semaine. Trop d'ego au travail. Mais ensuite, c'est devenu une habitude. Tout ce qui sortait de sa bouche était une variation sur sa désirabilité aux yeux des autres. Gérard a dit que j'aurais déjà dû diriger le département. Aïcha me demande toujours de faire des présentations parce qu'elle dit que je suis la plus raffinée. Stéphane dit que personne d'autre ne pourrait porter cette robe rouge comme moi. Vous l'entendez une fois, c'est de la fierté. Vous l'entendez 100 fois, c'est du marketing. J'étais l'homme à qui elle se confiait. Celui vers qui elle se tournait quand elle doutait d'elle-même. Maintenant, je n'étais qu'un spectateur de son best-of. Alors j'ai commencé à écouter plus attentivement. Le dossier de la politique RH a été le premier indice. Je travaille dans une industrie différente, mais j'en sais assez sur la conformité pour sentir une échappatoire quand j'en vois une. Elle a ramené son ordinateur portable de travail un soir, l'a laissé ouvert pendant qu'elle prenait sa douche, et voilà, un brouillon de mise à jour de politique concernant les protocoles d'interaction entre managers et subordonnés. Je m'en souviens clairement car elle avait annoté une section en marge, supprimer le langage sur la divulgation si la relation est de courte durée non récurrente. Trop invasif. Trop invasif. Exactement. Ce qui a attiré mon attention n'était pas la modification. C'était le timing. Elle a fait ce changement 2 jours après la retraite de Marseille. La retraite, disait-elle, était principalement composée de sessions de groupe et de vin entre filles. Je n'ai pas cherché de preuves ce soir-là. Je cherchais la tranquillité d'esprit. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai accédé au dossier partagé de son département, le dossier de la retraite de Marseille. La plupart n'étaient que des PDF d'ordre du jour ennuyeux et des photos d'équipe, mais enfouis profondément dans un sous-dossier nommé téléchargement temporaire, j'ai trouvé un clip de 37 secondes qui n'avait pas encore été déplacé. Il avait été enregistré par accident. L'appareil photo de quelqu'un fonctionnait encore après un panel. Quelques personnes traînaient dans un coin de la pièce. Ma femme, Stéphane. Pas de mots, mais beaucoup de langage corporel. Sa main sur sa cuisse, sa main dans le bas de son dos. Le genre de moment qui vous dit tout en ne disant rien. Je l'ai téléchargé. Puis j'en ai fait une copie. Puis j'en ai fait 3 autres. Ensuite, l'appel Zoom. Elle a dit qu'elle travaillait tard un dimanche. Elle devait participer à une synchronisation rapide avec son mentor. Elle a utilisé son bureau en bas qui est connecté à la télévision intelligente par défaut. Elle a oublié que j'avais configuré la télévision pour synchroniser l'audio afin que je puisse regarder des films avec des écouteurs sans fil. Elle a laissé la connexion ouverte. J'ai capté peut-être 2 minutes, juste assez pour entendre Stéphane dire « Alors, qu'est-ce que tu portes cette fois-ci » et elle dire quelque chose de rouge comme Marseille. Le rire qu'elle a donné n'était plus celui qu'elle me donnait. Je ne sais pas ce que ça dit de moi que je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis et j'ai laissé ça durcir en moi comme du ciment qui sèche. Et pourtant, je n'ai pas planifié de vengeance. Pas alors. J'ai juste commencé à collectionner. Pas pour la ruiner, juste pour me souvenir à quoi ressemblait la réalité. Parce que quand quelqu'un vous manipule suffisamment, même vos instincts commencent à demander un deuxième avis. Alors, je suis devenu le deuxième avis. J'ai noté les notes de frais. Un poste de dîner récurrent sans client attaché.
Une suite d'hôtels lors d'un séminaire local qui n'avait jamais été approuvé par son chef. Un remboursement de bijoux étiqueté « Amélioration de l'apparence professionnelle ». Drôle, étant donné que je n'avais jamais vu ce collier auparavant. J'ai vérifié son calendrier partagé. Une entrée a attiré mon attention. 1 heure une séance de stratégie. Stéphane. Hors site. Pas de notes. J'ai fait une capture d'écran. J'ai enquêté sur l'analyste junior qu'elle se moquait constamment. Cassandra était trop sensible, un cauchemar RH en attente. Cassandra a quitté l'entreprise 3 semaines après Marseille. Sur Glassdoor, quelqu'un a anonymement posté « Direction senior toxique ». Favoritisme étrange, éviter l'équipe stratégie. J'ai aussi fait une capture d'écran de cela. Petit à petit, j'ai construit un dossier. Je l'ai nommé « pour plus tard ». C'est tout. Pas d'exposé ou preuve, juste pour plus tard. Mais quelque chose a commencé à changer en moi. Vous tenez un registre assez longtemps. Vous commencez à voir la forme de l'histoire. Et cette forme, ce qu'elle est plaît, était quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Je ne regardais pas ma femme s'éloigner. Je la regardais jouer sa sortie. Et j'avais des places au premier rang, tenant le programme. Elle était en plein rire quand je me suis approché, une main sur l'épaule de Stéphane, l'autre serrant une flûte de champagne comme un trophée. Sa robe scintillait sous les lumières de la salle de bal. Mon Dieu, elle avait l'air fière d'elle. Fière d'être désirée. Pas par moi, mais par la galerie d'hommes qui la regardaient comme un open bar. Je n'ai pas interrompu la danse. Ça aurait été trop dramatique. J'ai attendu le temps entre 2 chansons. Le moment où ses yeux se sont posés sur moi, non pas avec affection, mais avec une légère irritation, comme si j'étais une obligation lointaine. Stéphane a tourné le premier. « Salut l'ami », a-t-il dit, cette même voix onctueuse qu'il utilisait avec les stagiaires et les assistants. « Tout va bien ?» J'ai souri, j'ai hoché la tête. « Oui, je voulais juste te donner quelque chose. » Je lui ai tendu l'enveloppe, blanche, légèrement lourde. Il a hésité, pensant probablement à une lettre passive-agressive de Marie, ou pire, à une note de remerciement. Quand il l'a ouverte, il a commencé par la première page, une plainte RH officielle déposée il y a 3 mois par Cassandra Dubois, ancienne analyste junior. Le nom était expurgé, mais la description ne l'était pas, relation inappropriée entre VP et subordonné. Déséquilibre de pouvoir, conduite inappropriée pendant le séminaire de Marseille. En dessous. Des captures d'écran, un échange Slack, juste assez pour impliquer l'intimité. J'ai adoré hier soir de sa part, un emoji clin d'œil de la sienne, un autre redaté à 1h48 du matin. N'utilisons pas le chat de l'entreprise pour ça, lol. Puis vint la photo. Granuleuse mais claire, son bras autour de son cou, sa main dans le bas de sa hanche, tous deux assis seuls dans ce qui était clairement une suite privée, non incluse dans l'itinéraire officiel. Et enfin, le coup de grâce, un PDF imprimé de l'approbation numérique qu'il avait émise pour le coup de cette même chambre. Son nom, son horodatage, son identifiant d'appareil. J'ai regardé son expression se défaire. La confiance s'est transformée en confusion. La confusion s'est transformée en peur, puis en reconnaissance, non seulement du contenu, mais de moi. Où avez-vous trouvé ça, a-t-il demandé, la voix tendue. Je n'ai pas répondu. Ses lèvres ont bougé sans son. Il l'a regardé, puis moi, puis l'enveloppe à nouveau. C'est fini, a-t-il marmonné. Pas à moi, à elle. Et c'est là qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Attends, Stéphane, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle dit, s'avançant, essayant de jeter un coup d'œil au papier. Il a reculé. La musique n'a pas cessé, mais les personnes les plus proches d'eux ont commencé à remarquer. Quelques-uns ont ralenti leur danse. Un des associés des finances a observé attentivement, fronçant les sourcils. C'est une blague, a-t-elle sifflé. Il n'a pas répondu, a juste laissé tomber l'enveloppe dans une jardinière et s'est éloigné. Elle l'a saisie, les mains tremblantes maintenant, mais essayant toujours de paraître calme. Elle l'a feuilleté. Le rouge de son visage n'était plus l'éclat du champagne. Elle s'est tournée vers moi. Tu as sérieusement apporté ça ici? J'ai regardé autour de moi de manière théâtrale. Apporter quoi? Elle a levé l'enveloppe comme si elle était en feu. Tu vas sérieusement faire une scène avec de faux. Je l'ai coupé avec un haussement d'épaule.
Je n'ai pas fait de scène. Tu as fait un choix de carrière. J'ai juste apporté le reçu. Sa voix a baissé. Tu as perdu la tête. Tu es obsédé. C'est du harcèlement. Ah, la voilà. La pirouette. Quand ils réalisent que le spectacle s'effondre, ils attrapent toujours l'extincteur étiqueté Gaslight. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, juste une chose. Tu devrais peut-être vérifier qui d'autre a reçu cette enveloppe. Elle a figé parce que ce qu'elle ne savait pas, ce que je ne lui avais pas dit, c'est que 2 autres copies avaient été livrées discrètement ce soir-là. L'une au responsable de la conformité, l'autre à la femme de Stéphane. Pas de confrontation, pas de spectacle, juste un timing précis. Elle n'a plus parlé. Elle est restée là, les yeux balayant la pièce, cherchant quelqu'un d'autre tenant une enveloppe. Son sourire avait disparu. Il n'est jamais revenu. Le lundi matin a frappé comme un diapason dans une cathédrale, grave, régulier et vibrant d'une tension que personne ne pouvait encore nommer. Le gala de printemps était encore frais dans les esprits. Des photos apparaissaient sur Internet, des visages polis et souriants, des hashtags comme Ensemble plus fort et Synergie du printemps. Mais sous les légendes soignées, quelque chose s'aigrissait. Car à 9h42, le responsable de la conformité avait l'enveloppe sur son bureau. Et à 10h17, il n'était plus seul. Les RH étaient de la partie. Le service juridique aussi. Ils ne sont pas arrivés en courant. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ils sont arrivés par vagues. Réunions discrètes et programmées, suivies, appels informels pour vérifier la disponibilité. À 11h02, l'agenda de Stéphane est passé du vert à l'absent du bureau. À midi, son badge de travail avait été désactivé pour des mises à jour de sécurité. Et puis est venu le murmure, pas fort, pas conflictuel, mais insidieux. Il s'est répandu dans les regards furtifs des salles de pause et les silences gênés. Les collègues qu'il a salués auparavant avec des baisers sur la joue et des rires de champagne lui offraient maintenant un sourire tendu et un emploi du temps opportunément chargé. Le plus grand murmure est venu de l'intérieur de sa propre maison. Vous voyez, elle ne savait pas que la femme de Stéphane avait également reçu une copie. Vous savez, la femme de Stéphane, celle qu'elle appelait toujours une petite zombie de l'affection publique, la même femme qui se trouvait aussi être la responsable du recrutement. Son nom figurait sur la page des dirigeants de l'entreprise. Souriante, posée, professionnelle. C'est aussi elle qui a envoyé un simple email interne le mardi matin, à compter de ce jour, tous les processus de recrutement et de promotion impliquant le département stratégie seront suspendus en attendant une révision de la politique. C'est du code RH, du code juridique. Nous savons. Ma femme continuait à faire semblant de ne pas comprendre quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, claquant les clés un peu plus fort que nécessaire. Tu as vraiment dépassé les bornes, a-t-elle dit sans même dire bonjour. Je n'ai pas répondu. Je cuisinais, remuant quelque chose sur le feu. Elle planait derrière moi comme un courant d'air indésirable. Ils exagèrent. C'est Stéphane qui a insisté pour ce séminaire. Pas moi. Je me suis tourné, cuillère en bois à la main. Ah, oui. Le surclassement accidentel et agréable. Facilement mal interprété. Sa mâchoire s'est tendue. Ça va passer. Bien sûr, ai-je dit. Tu as toujours été doué pour faire disparaître les choses. Elle a jeté son sac. Tu te fiches de ce que cela fait à ma réputation. Non, ai-je dit, mais je me soucie de ce que cela fait à la responsabilité de l'entreprise. Tu sais à quel point le service juridique s'inquiète quand l'équipe de conformité commence à fouiller dans les notes de frais. Cette nuit-là, elle a à peine touché sa nourriture. Elle a passé 2 heures à faire les 100 pas, réécrivant 3 fois un email à son VP avant de le supprimer entièrement. Le mardi matin, son agenda était plus vide que jamais. Pas de point avec Clara. Pas de réunions individuelles. Même la réunion d'équipe habituelle a été annulée. Passé en asynchrone, disait-il. C'était comme si quelqu'un l'avait débranché du réseau sanguin de l'entreprise. Ses appels à son chef sont restés sans réponse. Elle a laissé des messages vocaux, joyeux au début, puis passifs-agressifs, puis silencieux. Les emails étaient ouverts mais sans réponse. Elle consultait Slack de manière obsessive. Pas de message direct. Pas de « connectons-nous ». Pour quelqu'un qui construisait son ego sur une attention constante, le silence était assourdissant. Et moi, je n'ai pas jubilé.
Je n'ai pas laissé d'indices ni de reçus traîner. Je n'ai même pas mentionné l'enveloppe. J'ai simplement continué ma journée. Réveil, douche, petit déjeuner, travail, salle de sport, routine. Je me suis fondu dedans comme un homme qui choisit enfin la paix plutôt que l'explication. Elle était assise à la table de la cuisine ce soir-là en silence, l'ordinateur portable ouvert, les yeux perdus. « Tu crois que je devrais appeler les RH ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai levé les yeux de mon livre. « Tu crois qu'ils répondront ?» Elle m'a fixé. Je suis retourné à ma lecture et dans ce silence, elle a réalisé quelque chose. Elle n'était plus aux commandes. L'entreprise savait. Ils ne lui avaient juste pas encore dit ce qu'ils avaient décidé. Clara m'a appelé un jeudi soir. J'étais sur le perron, sirotant quelque chose de frais et ambré, regardant la condensation couler le long du verre comme si elle avait mieux à faire. Son nom a clignoté sur mon téléphone, et pendant 3 secondes entières, j'ai envisagé de l'ignorer. Clara n'était pas mon amie. C'était l'amie de ma femme, sa confidente de salle de conférence, sa copine de brunch, sa partenaire de vin du mercredi. Elle m'avait appelé monsieur silencieux lors d'un dîner d'entreprise, et avait ri comme si c'était un compliment. Alors, quand j'ai décroché et entendu son soupir, comme si elle venait de courir 10 étages, je n'ai rien dit. Je n'allais pas appeler, a-t-elle commencé. Sa voix était rauque, moins suffisante que dans mes souvenirs. Mais j'ai vu ça se dérouler, et honnêtement, je ne peux plus le supporter. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé faire la première incision. Elle a dépassé les bornes, a dit Clara. En fait, elle n'a même pas fait semblant qu'il y avait une limite. Elle n'avait pas besoin de dire le nom de ma femme. Nous savions tous les deux de qui il s'agissait. Je pensais qu'ils étaient juste proches, a-t-elle poursuivi. Tout le monde au début, mais les blagues ont commencé. Les commentaires, même les stagiaires, des gamins qui sont ici depuis 3 semaines, appellent Stéphane son nom mari de Marie et point. J'ai regardé une mythe tourner autour de la lumière du porche et j'ai ressenti la torsion d'une onde par procuration. Clara n'avait pas fini. Ce n'est pas seulement Stéphane. Elle est imprudente. Elle rabaisse les gens en réunion. Harcèle quiconque n'est pas d'accord. Réécrit les crédits d'équipe pour gonfler son rôle. Elle a fait mettre Cassandra sur liste noire après l'affaire de Marseille. La qualifiée de trop émotive pour être en contact avec les clients. Tu sais ce qu'elle a fait après le départ de Cassandra? Quoi? Un problème de moins à gérer devant tout le monde au point. Ma prise sur le verre s'est resserrée. Elle a toujours agi comme si elle était blindée, a dit Clara, comme si elle pouvait plier les RH parce qu'elle a écrit la moitié des politiques. Mais après lundi, les choses ont changé. Les gens parlent doucement, mais ils parlent. Je l'entendais manipuler quelque chose, probablement son collier. Elle portait toujours ce truc de symbole de l'infini de mauvais goût. Je me souviens parce que ma femme disait, c'est la seule personne qui peut rendre l'éternité bon marché. Le conseil a été mis au courant, a ajouté Clara, et sa voix a baissé d'un cran. Je sais pertinemment que l'un des administrateurs en a parlé lors de la réunion de mercredi. Il a utilisé l'expression examen de la culture. C'est du code pour quelqu'un est sur le point d'être viré et nous répétons la communication de crise. Je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. Je ne voulais pas faire partie de ça, a dit Clara. Mais tu mérites de savoir ce que les gens disent vraiment. Le château de cartes vacille. Elle n'est plus intouchable. Elle a fait une pause, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Tu mérites mieux. Et l'entreprise mérite moins d'elle. Ça a eu un effet différent. Non pas parce que c'était gentil, mais parce que c'était vrai. Ma femme était devenue un passif à talons. Et Clara, qui la défendait autrefois comme une génie incomprise, ressemblait maintenant à quelqu'un qui regarde une foutue fissure de l'intérieur. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, Clara ?» ai-je finalement demandé. « Je ne veux rien », a-t-elle répondu. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Je sais que tu as été silencieux assez longtemps. Avant de raccrocher, elle a ajouté une dernière chose, douce, presque réticente. Elle avait cette réputation d'être la plus brillante, celle qui retombait toujours sur ses pieds. Mais dernièrement, elle n'est que tranchante. Sans prise, sans amis pour la rattraper quand elle tombe. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis un moment dans le noir, regardant les ombres s'étirer sur le porche comme si elles faisaient de la place. Et ça m'a frappé. Il y a un certain silence qui ne vient pas de la paix.
Il vient de l'évacuation. Elle était évacuée un allié à la fois. Et maintenant même Clara, la dernière chambre d'écho loyale, avait cessé de jouer gentiment. Elle est rentrée chez elle à 22h43. La caméra de sécurité l'a capturée. Ses talons claquaient sèchement sur l'allée en pierre, ses cheveux toujours parfaits après le dîner où le damage contrôle d'où elle venait. Sa main a cherché le clavier, ses ongles tapotant impatiemment alors qu'elle composait le code familier à 6 chiffres. Lumière rouge. Elle a réessayé, plus lentement cette fois. On pouvait presque sentir le scintillement de l'inquiétude. Lumière rouge. Elle a fixé le clavier, puis a jeté un coup d'œil à la caméra. Peut-être l'instinct, peut-être la culpabilité. Puis elle a fouillé dans son sac pour son téléphone, a fait une pause, puis a sonné 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle est restée là pendant 1 minute entière, puis a fait le tour vers l'entrée latérale. Même résultat. Au moment où elle est revenue à l'avant, sa posture confiante s'était fanée en quelque chose de plus rigide, plus prudente. Finalement, elle a utilisé la clé d'urgence. Quand elle est entrée, la maison était sombre. Pas d'une manière lumières éteintes pour dormir, mais de ce silence délibéré et artificiel où même les appareils semblaient retenir leur souffle. Sauf le bureau, cette pièce brillait d'une douce lumière blanche, comme une scène que quelqu'un avait oublié de démonter après la fin de la représentation. Sur son bureau, bien centré, se trouvait un dossier bleu marine. Finimat, sans étiquette, elle a appelé une fois, « Bonjour ». Pas de réponse. Elle est entrée lentement, ses talons feutrés sur le tapis. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, un accord de séparation des biens notariés, un avis de résiliation la retirant du bail, une liste de comptes bancaires et d'investissements déjà redistribués à mon nom, et une dernière note, tapée et signée. Tout contact à l'avenir devra être dirigé vers mon conseiller juridique, dont les coordonnées sont listées ci-dessous. N'essayez pas de négociation informelle. Ceci n'est plus votre domicile. Elle n'a pas crié. Elle n'a rien jeté. Elle est juste restée là comme si l'air avait été aspiré de son sang. Parce que ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas du drame. C'était une clôture exécutée avec un calme chirurgical. Et elle le savait. Elle savait que tout ce qu'elle avait supposé, ma passivité, ma patience, mon silence, s'était calcifié en quelque chose qu'elle ne pouvait plus manipuler. Elle a regardé autour du bureau, remarquant probablement pour la première fois les absences subtiles. La photo de mariage encadrée avait disparu. L'étagère où mes livres se trouvaient autrefois, vide. La tasse qui disait le meilleur mari remplacée par un verre propre et anonyme. J'avais quitté la maison plus tôt ce jour-là. Juste un sac de sport et un changement de serrure programmé. Pas de drame, pas d'annonce. Elle est montée à l'étage, a ouvert le placard de la chambre. La moitié des cintres étaient vides. Mes costumes, mes vestes, mes chaussures avaient disparu. Dans la salle de bain, sa brosse à dents se tenait seule. Sur la table de chevet, une seule enveloppe avec les mots remplacement de dépôt des clés. Carte ci-jointe. Elle s'est assise sur le bord du lit, toujours en talons, fixant son propre reflet sur l'écran noir de la télévision. Elle est restée comme ça pendant 1 heure. Elle n'a pas pleuré, pas une seule fois, parce que ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était de l'impuissance. Elle avait passé des années à construire une version d'elle-même qui avait toujours 2 longueurs d'avance. Stratégique, admirée, intouchable. Mais maintenant, elle n'était pas en avance. Elle était exclue. En contrôle, cela lui avait glissé entre les doigts comme de la monnaie dans un hall vide. La réunion était prévue pour 8h30 précise. Pas de ligne d'objet, juste un bloc calendrier en majuscule, panel d'examen obligatoire, salle de conférence B, envoyé par les RH, marqué confidentiel. Elle pensait que c'était à propos de Stéphane, qu'il avait craqué sous la pression et avait mentionné son nom pour sauver sa peau. Qu'elle était appelée comme témoin, peut-être même un bouclier. C'est ainsi qu'elle se voyait dans ces situations. Stratégique, au-dessus de la mêlée, toujours dans la boucle, mais jamais dans le collimateur. Elle portait du noir ce matin-là. Stratégique, un look puissant, chignon élégant, lignes épurées, clous d'oreilles en argent au lieu des créoles habituelles. Elle n'a pas pris de petit déjeuner. N'a pas dit un mot en quittant l'appartement que nous partagions. Elle a juste glissé dehors comme quelqu'un qui part au combat. Elle est entrée à 8h28, pas assez tôt pour montrer de l'empressement, pas assez tard pour paraître nerveuse,
mais son sourire s'est figé dès qu'elle a franchi le seuil de la salle de conférence B. Pas de Stéphane, pas de visages amicaux, pas de plateau de café, juste 4 personnes assises en face d'elle, une chaise vide face à elle, de gauche à droite. Janine des RH, qui riait de ses blagues lors des réunions de couloir. Philippe de la conformité, sévère, silencieux, tapant déjà. Roméo de l'audit interne, la regardant avec cette neutralité impassible qui dit « ce n'est pas personnel. C'est procédural ». Et enfin, Diane Dubois, responsable juridique. Elle n'avait jamais été en réunion avec Diane auparavant. Cela seul lui a dit que ce n'était pas à propos de Stéphane. C'était à propos d'elle. Ils l'ont laissé s'asseoir, l'ont laissé ajuster sa chaise, l'ont laissé croiser les jambes et placer son carnet soigneusement sur la table comme si tout cela avait de l'importance. Puis Diane a glissé un dossier Manille sur la table. « Mademoiselle Moreau », a-t-elle dit, d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir. Ce document décrit les conclusions d'un examen interne concernant une inconduite en vertu de la section 8.3 de la politique d'éthique et de conduite, que vous avez d'ailleurs co-rédigé il y a 2 ans. L'ironie n'a échappé à personne dans cette pièce. Diane a poursuivi, l'examen comprend des preuves d'une relation personnelle non divulguée avec un subordonné direct, d'une mauvaise utilisation des privilèges de dépenses discrétionnaires et d'instances démontrables de comportement de représailles envers un membre du personnel junior qui a déposé une plainte. La bouche de ma femme a tremblé. Elle a ouvert le dossier, le parcourant rapidement. Elle s'est arrêtée sur la section surlignée. Sa main s'est tendue sur le bord de la page. « C'est ridicule », a-t-elle dit, essayant de rire. Stéphane n'a jamais été mon subordonné direct. Stéphane Dupont a été mis en congé administratif ce matin, a coupé Diane, en attendant l'examen de son historique d'approbation et de ses notes de frais. Elle a cligné des yeux une fois. Janine est intervenue presque doucement, comme si elle lançait une brique enveloppée de velours à une femme qui se noie. Nous avons également lancé un audit plus large de tous les engagements de l'équipe stratégie au cours du dernier exercice fiscal. Puis le coup de grâce, à compter de ce jour, a ajouté Diane, vous êtes également mise en congé en attendant l'issue de cet examen. Vos identifiants d'accès seront désactivés à midi. Nous vous demandons de soumettre tous les appareils et fichiers de l'entreprise au service informatique avant de quitter les lieux. Ma femme s'est penchée en arrière sur sa chaise, les yeux dardant à travers la table, cherchant un maillon faible, quelqu'un à qui faire appel, mais il n'y avait plus d'alliés, pas même Clara. Elle a essayé le sourire confiant, celui qu'elle utilisait lors des présentations quand elle voulait écarter une diapositive gênante. « Vous ne pouvez pas être sérieux », a-t-elle dit. « Je suis avec cette entreprise depuis 8 ans. J'ai mené 3 expansions réussies. J'ai formé la moitié des femmes de ce panel. Personne ne remet en question vos contributions antérieures, a dit Roméo, sans lever les yeux. Mais l'entreprise n'est pas non plus exempte de ses propres normes de gouvernance. » C'était ça, la condamnation à mort prononcée dans le dialecte des RH. Les normes de gouvernance, pas l'émotion, pas la loyauté, pas l'héritage, la politique. Elle s'est levée lentement, a lissé son chemisier, a pris une inspiration qui ressemblait plus à un halètement. Ils n'ont rien dit d'autre. Et en sortant de la salle de conférence B, elle a enfin compris ce que je savais depuis des mois. Ce n'était pas une trahison. C'était une reddition de compte. Et elle était en retard. Le délitement n'est pas venu d'un coup. Il ne vient jamais. Il est venu par petites tranches fines et silencieuses, comme une déchiqueteuse de papier travaillant son identité feuille par feuille. Elle est sortie de la salle de conférence B s'attendant à au moins un délai de grâce. Un dernier café à la cafétéria, une chance de vider son bureau avec dignité. Elle n'a rien eu de tout ça. Son badge a bipé rouge à l'ascenseur. La stagiaire à la réception lui a tendu une enveloppe scellée avec sa liste de contrôle de retour. Son téléphone d'entreprise a vibré une fois dans son sac, puis est mort. Au moment où elle est arrivée à sa voiture, l'application de sécurité était déjà désactivée. Sa connexion email a renvoyé un message l'identifiant invalide. L'espace de travail Slack a affiché « Cet utilisateur n'existe plus ». À 15h04 le même jour, sa biographie LinkedIn, qui se vantait autrefois de diriger des initiatives de croissance perturbatrices à travers des verticales internationales, a été discrètement mise à jour également. Actuellement à la recherche de nouvelles opportunités en stratégie et opération. Pas de fanfare, pas de publication, juste un drapeau blanc silencieux. À 18h17, ces documents de départ, auparavant en brouillon, ont été marqués en attente de l'issue de l'examen formel.
Cela signifiait pas de chèque, pas de continuation des avantages, pas de mémo de départ élogieux, rien. Et l'ironie, elle s'était vantée 100 fois de son parachute doré. Elle disait des choses comme « Au pire, j'ai un gros chèque et 6 mois de congé ». Il s'avère que les parachutes dorés ne se déploient pas quand on saute en tenant une allumette allumée. Elle a essayé de m'appeler ce soir-là depuis le numéro de Clara. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé sonner en mangeant à emporter sur le canapé, les pieds en l'air, la télécommande en main. Le message vocal qu'elle a laissé était composé de 2 parties d'excuses, une partie de stratégie. Je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. Cela nous affecte tous les deux. Il y a encore des choses que nous devons régler. Rappelle-moi, s'il te plaît. Elle a dit nous comme si nous étions encore une unité. Elle a dit le régler comme s'il lui restait quelque chose à négocier. 1 heure plus tard, elle a envoyé un email. Objet, veuillez lire. Corps, je sais que les choses ont dégénéré. J'ai fait des erreurs. Je peux l'admettre maintenant. Mais la façon dont tu as géré cela, c'est la terre brûlée. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous n'avons pas à tout brûler. Je n'ai pas répondu. Je l'ai directement transféré à mon avocat. J'ai joint une note. À ajouter au dossier. Pas de réponse nécessaire. L'entreprise qui affichait ces citations sur les affiches du bureau, l'innovation par la propriété, l'effaçait maintenant comme si elle n'avait jamais existé. Son équipe a été réaffectée, son programme de mentorat suspendu, son nom retiré de tous les futurs panels de conférences. Pendant le week-end, un mémo a été envoyé via les communications internes. À compter de ce jour, tous les titres de direction de la division stratégie sont en cours d'examen. Veuillez adresser vos questions au chef d'équipe par intérim. Aucune mention d'elle. Pas de merci. Pas d'au revoir. Même le couloir où le tableau de vision de son équipe était accroché avait été nettoyé, remplacé par une impression de paysage générique et une citation de quelqu'un de sur Steve Jobs, je crois. Elle a essayé un dernier appel, cette fois d'un numéro masqué. J'ai décroché, n'ai rien dit. Je l'ai laissé respirer dans le silence pendant quelques secondes avant de raccrocher, car ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'elle ne réalise probablement toujours pas, c'est que je n'ai jamais voulu de vengeance. Je voulais du soulagement. Je voulais sortir. Et maintenant enfin, le monde qu'elle avait construit pour se moquer de moi. La carrière qu'elle paradait comme une couronne s'effondrait sous le poids de son propre ego. Elle a brûlé le pont. J'ai juste distribué les allumettes. La salle d'audience était plus petite qu'on ne l'imaginerait. Pas de grand drame, pas de coups de marteau retentissants ni d'objections larmoyantes. Juste une moquette gris terne, un mauvais éclairage fluorescent et la légère odeur de café brûlé venant du couloir. Ma future ex-femme est entrée comme si elle présentait encore un sommet d'investisseur, blazer bleu marine impeccable, cheveux sculptés à la perfection, ce même sourire sans vie qu'elle réservait aux événements de réseautage. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Son avocat, un requin de seconde zone trop confiant avec une cravate trop serrée, a commencé par le défilé habituel de pitié. Ma cliente, a-t-il dit avec un soupir qui aurait pu remporter des prix, a investi ses meilleures années dans ce mariage. Elle a apporté un soutien émotionnel, des conseils de carrière et a contribué à créer un environnement familial qui a permis à Monsieur Dubois de réussir professionnellement. J'ai failli rire. Il a poursuivi, demandant à la Cour de considérer une distribution équitable, arguant qu'elle méritait une propriété partielle de nos comptes partagés, de la voiture et de l'appartement. Il a affirmé qu'elle m'avait aidé à bâtir ma carrière de consultant en offrant des aperçus de son expérience en entreprise. Peu importe qu'elle n'ait pas pu prendre la peine de demander ce que je faisais réellement dans la vie avant 3 ans. Mon avocat n'a pas parlé avant que le juge ne l'y-invite. Puis il a simplement ouvert un mince dossier noir, en a sorti une seule page imprimée et l'a fait glisser. Votre honneur, a-t-il dit, nous souhaitons soumettre une copie signée du contrat de travail de la défenderesse, qui comprend la clause 9.2 sur l'éthique et les limites professionnelles. Cette clause, co-rédigée et ratifiée par la défenderesse elle-même, définit explicitement les relations personnelles non divulguées avec les subordonnés directs comme des motifs de licenciement et de faute éthique. Le juge a pris le document sans lever les yeux. L'avocat de mon ex a froncé les sourcils. Nous ne sommes pas ici pour juger sa carrière. Mon avocat a calmement répondu, bien sûr que non. Mais son propre contrat définit les violations éthiques comme une rupture de responsabilité personnelle, et notre contrat de mariage comprend une clause de fidélité et de conduite liée directement à la position professionnelle.
C'est là que le juge a levé un sourcil. Il l'a regardé directement. Vous avez écrit la clause, a-t-il dit. Pas une question, une confirmation. Elle s'est agitée sur sa chaise, a croisé les bras fermement comme si elle pouvait se protéger de sa propre trace écrite. Alors vous saviez mieux, a ajouté le juge sèchement. Silence. Ce qui a suivi a été chirurgical, demande de partage du compte de courtage commun. Rejeté. La moitié de la valeur de l'appartement refusée. Mon nom seulement, acheté après le mariage avec un héritage. Le Range Rover qu'elle utilisait pour se montrer dans les selfies d'équipe. Enregistré à ma SARL. Titre détenu dans le trust commercial. La Cour a statué qu'en raison de sa faute professionnelle documentée, associée à la clause prénuptiale dont elle plaisantait autrefois en disant que c'était juste des bricoles juridiques, elle n'avait aucune revendication légale sur la majorité de nos biens. Son avocat a essayé de changer de sujet, a demandé des considérations de dignité. Le juge l'a juste regardé comme s'il avait demandé si la salle d'audience servait le brunch. Je ne vois aucune raison de récompenser une faute éthique intentionnelle. Il a dit que c'était terminé en moins de 20 minutes. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas parlé. Elle est juste sortie d'un pas raide, les yeux vitreux, les épaules carrées comme si elle essayait toujours de convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'elle gagnait. Mais le couloir extérieur était vide. Pas d'amis, pas d'équipe, pas de Clara, juste elle et moi. Je suis resté un instant en arrière. Non pas parce que j'avais besoin de m'en imprégner, mais parce que je savais qu'une fois que j'aurais franchi ses portes, je n'aurais plus jamais à faire semblant de l'admirer. Elle disait que les contrats étaient une question de contrôle. Ironique, car le sien venait de me donner tout le contrôle. Le bâtiment n'a pas pris feu. Il a juste cessé de respirer. 3 semaines après la salle d'audience, son monde a donné un dernier soubresaut avant de s'éteindre. Et curieusement, cela ne venait pas des RH, de la conformité ou du conseil d'administration. Cela venait de la seule personne qu'elle n'avait jamais calculée dans ses équations, la femme de Stéphane. Pendant des mois, cette femme était restée poliment invisible, une présence aux fêtes de fin d'année, souriante sur les photos, un fantôme aux happy hours. Mais elle n'était pas silencieuse. Elle observait, prenait des notes. Et puis elle a déposé, non pas une demande de divorce, cela avait déjà été fait en coulisses avec une précision impitoyable, mais une demande de dommages et intérêts. Titre du procès civil, faute conjugale avec représailles en milieu de travail et complicité du personnel de supervision. Traduction, vous avez couché avec mon mari, ruiné la carrière d'un dénonciateur, et utilisé votre titre pour couvrir le tout. Cela a frappé l'entreprise comme un virus. Le service juridique s'est affolé. Les membres du conseil d'administration ont convoqué des réunions d'urgence. Les investisseurs, toujours allergiques au scandale, ont commencé à murmurer les mots qui glacent le sang dans les veines des entreprises, responsabilité publique. Elles pensaient pouvoir gérer ça. Même après le divorce, même après le congé des RH, elles croyaient toujours qu'elles s'en sortiraient par la parole, qu'une excuse à huis clos, quelques larmes stratégiques et un bouc émissaire jetable lui sauveraient son siège. Mais ce n'était plus interne. C'était un litige avec des dents et un potentiel médiatique. Et puis le vrai coup de massue est tombé. L'un des investisseurs institutionnels, une entreprise discrète et conservatrice avec un pouvoir de vote majoritaire, a envoyé une lettre, courte, simple, un paragraphe. En attendant la résolution du procès civil contre la direction exécutive, nous demandons la suspension temporaire de toutes les acquisitions d'actions et exigeons un audit indépendant des codes de conduite départementaux. Une restructuration a été annoncée avant vendredi. Son rôle serait supprimé. Et puis vint la dernière réunion du conseil d'administration, pas dans une salle d'audience, pas sur Slack, une pièce avec 12 personnes, une table polie et une question. La présidente du conseil, une femme qui avait construit 3 entreprises, perdu 2 maris, et souriait comme si elle mangeait des secrets au petit déjeuner, a regardé ma femme et a demandé, « Qu'est-ce que vous lui avez fait faire ?» 6 mots, plat, mesuré, sans colère, juste une demande silencieuse de reddition de compte. Et voici le rebondissement. J'étais là, assis tranquillement à l'arrière, près de l'assistante qui prenait des notes. Pas de costume, pas de titre, juste moi. Elle ne savait pas que j'avais été invité. Elle s'est tournée vers moi, son visage se pliant légèrement. Pas de panique, de la reconnaissance, comme si elle se souvenait sous un coup que j'avais été là tout le temps à regarder. Elle a ouvert la bouche. Je n'ai rien dit, pas un mot, pas un hochement de tête.
Je l'ai juste regardée comme elle m'avait regardé à ce gala, sirotant du champagne, dansant avec des hommes qui n'étaient pas moi. Seulement cette fois, pas de musique, pas de sourire, juste des yeux, 12 paires d'yeux, attendant qu'elle explique pourquoi un vice-président senior devait être effacé de l'organigramme pour contenir ses erreurs. Et elle n'avait aucune explication parce qu'il n'y en avait pas. Elle avait allumé le feu, allumé la mèche. J'ai juste arrêté de l'éteindre. La présidente lui a accordé un moment, puis a fermé le dossier et a dit « Cette réunion est terminée. Vous recevrez un avis de séparation formel d'ici la fin de la journée. » À la fin de la semaine, son nom avait disparu de l'annuaire. Le lundi, l'entreprise a publié une déclaration d'une ligne « Nous remercions Mademoiselle Moreau pour ses services et lui souhaitons le meilleur dans ses futures entreprises. » Pas de publication LinkedIn, pas de brunch d'adieu, juste un profil supprimé et un silence que même les stagiaires ont remarqué. Elle pensait que cela se terminerait par un scandale ou peut-être par une rédemption, mais ce n'est pas le cas. Cela s'est terminé par la compréhension. Elle m'avait tendu chaque allumette, chaque conversation, chaque clause, chaque choix. Et moi, j'ai juste laissé la mèche brûler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'excuses. C'est drôle. Après tous les rebondissements, les réunions, les mensonges, ce qui l'a finalement fait tomber n'était ni la rage ni la vengeance. C'était la réalité. Et elle est arrivée discrètement, comme moi.